Ok, on va faire un truc très simple et surtout très rare sur YouTube. On ne va pas prédire le prix du Bitcoin. On ne va pas faire de hype. On va faire un audit. Un audit froid, rationnel, clinique et donc utile. Et regarde ce graphique. Ce n'est pas un graphique de Bitcoin. C'est un graphique de pouvoir d'achat, de ta monnaie, de ta vie réelle. Parce qu'au fond, la question que tout le monde se pose, et même sans le formuler, c'est est-ce que mon argent me protège ou est-ce qu'il me trahit dans le temps? Et si tu es sur Data et Patrimoine, tu sais déjà ma règle. Ici, on ne spécule pas, on calcule. Donc aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas de dire achète ou n'achète pas. Mon objectif, c'est que tu ressortes de cette vidéo avec une capacité. Savoir juger Bitcoin comme tu jugerais une entreprise. Pas avec des opinions, avec des propriétés vérifiables. La masterclass est découpée en 4 audits. Premier, l'audit fiat. Est-ce que la monnaie classique te protège vraiment? L'audit numéro 2, l'audit technique. Bitcoin, est-ce falsifiable? Est-ce piratable? Ensuite, l'audit économique. Pourquoi le prix bouge par cycle et est-ce que c'est logique? Et enfin, l'audit patrimonial. Ok, concrètement, quelle place rationnelle dans un patrimoine? Et à la fin, je te donne un verdict de méthode. Pas un verdict de prophète, un verdict d'auditeur. Et je dois poser un cadre clair. Ce n'est pas un conseil financier, je peux me tromper. Et surtout, même une bonne analyse ne supprime pas le risque. Mais une bonne analyse, ça supprime un truc, le risque de faire n'importe quoi. Cette vidéo est dense, c'est un actif à part entière. Utilisez les chapitres pour naviguer. Mais attention, l'audit patrimonial n'a de sens que si vous avez compris la mécanique de l'audit technique. Si vous cherchez de la rentabilité calculée plutôt que des promesses magiques, c'est le moment de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on commence tout de suite par la base, le problème. Partie 1, l'audit fiat. On va commencer par un test qui coupe court à 80% des débats. Si tu mesures le même actif dans deux unités différentes et que l'histoire change, alors ce n'est pas l'actif qui ment, c'est l'unité du compte qui bouge. Je sais exactement ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens à ce moment-là. Soit ils se disent OK, c'est évident, soit ils se disent je sens l'argumentaire, mais je veux des preuves. Parfait. Ici, on va faire comme un auditeur. On prend un fait, on pose une méthode et on regarde ce qui résiste. Mon idée est simple. On doit séparer la hausse réelle de la hausse nominale. En clair, est-ce que l'immobilier monte ou est-ce que la monnaie descend? Et pour répondre, on doit changer de référentiel. Le point important, on ne cherche pas à avoir raison contre quelqu'un. On cherche à comprendre un mécanisme. Parce qu'un mécanisme, ça se réutilise. Tu peux être pro-Bitcoin, anti-Bitcoin ou neutre. Si tu comprends le mécanisme, tu prends de meilleures décisions. À gauche, le prix de l'immobilier parisien en euros sur 30 ans. À droite, le même prix converti en or sur la même période. Lis les ordres de grandeur, puis pose la question. La fusée est-elle sur l'actif ou sur l'unité? Pendant que je te le montre, retiens ceci. La valeur d'une démonstration, ce n'est pas le chiffre final, c'est la structure. La structure te permet de refaire le test dans ton propre contexte avec tes propres chiffres, ton pays et tes contraintes. Ton cerveau n'est pas fait pour raisonner sur 10, 20, 30 ans. Il est fait pour survivre à demain matin. Donc, il sous-estime les phénomènes lents et composés. Il surestime les phénomènes rapides et visibles. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin de modèles simples. Pas pour prédire, mais pour corriger nos biais. En data, on appelle ça un test de robustesse. Si ton résultat change dès que tu changes d'échelle, ton interprétation est fragile. Ici, la monnaie est l'échelle. Donc, avant de débattre, on teste. Deux personnes achètent le même appartement. L'une se félicite. J'ai fait x10 en euros. L'autre regarde l'or et dit j'ai surtout évité que l'euro fonde. Même acte, deux lectures. Et la deuxième lecture change tes décisions. Tu arrêtes de courir après le prochain x10 et tu commences à protéger ton pouvoir d'achat. Ce mini-cas est important parce qu'il transforme une idée abstraite en décision. Et tu vas voir un pattern qui revient dans toute la masterclass. La plupart des erreurs ne viennent pas d'un manque d'information. Elles viennent d'un manque de processus. Si la monnaie se déprécie lentement, ton risque free n'est plus vraiment risque free. Il devient un risque de dilution. Et c'est exactement le type de risque que la plupart des gens ne voient pas, parce qu'il ne fait pas de bruit. Et l'objection classique, oui, mais l'or bouge aussi. Exact. Mais justement, l'or sert ici de maître étalon plus dur que l'euro, pas de prophétie.
Le but n'est pas de sanctifier l'or, le but est de détecter l'illusion de richesse créée par une unité qui se dilue. Je vais te donner une règle mentale ici. Si une objection attaque l'incertitude, c'est normal. Tout est incertain. La question, ce n'est pas est-ce que c'est incertain. La question, c'est quel risque je prends si je fais comme si c'était faux. Et souvent, le risque le plus grave, c'est le risque silencieux. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100%. Tu as besoin d'un diagnostic suffisamment solide pour agir prudemment, comme une ceinture de sécurité. Tu ne sais pas si tu auras un accident demain, mais tu comprends le mécanisme de protection. Et voici les pièges typiques dans ce sujet. Et je les ai tous faits à un moment ou à un autre. Confondre hausse nominale et hausse réelle. Tirer une conclusion sur un seul graphique. Transformer un test en religion. Oublier l'horizon. 2 ans, ce n'est pas 20 ans. Ce que tu dois retenir de ce segment en 3 phrases. Changer d'unité de compte peut retourner la conclusion. La hausse en monnaie fiat peut être en partie due à une baisse de pouvoir d'achat. Un audit commence par le bon référentiel, pas par une opinion. Et si tu veux résumer ça en une seule ligne, voici. Quand l'échelle se déforme, le graphique raconte une histoire biaisée. Ok, si tu acceptes l'idée que l'échelle se déforme, on doit maintenant comprendre la mécanique qui amplifie tout, l'effet composé. Et on passe à l'inflation exponentielle. Inflation exponentielle, ce que 3% fait en silence. 3% d'inflation, ça ne fait pas peur. Et c'est précisément pour ça que ça détruit. Parce que c'est lent, constant et composé. Et là, je te préviens, en maths financière, ton intuition est ton pire ennemi. Donc, on ne débat pas, on calcule. Et regarde mon écran. Je zoome, parce qu'on s'en fout d'un Excel blanc moche. On veut voir des chiffres. Cellule A1, capital aujourd'hui, 100 000 euros. Cellule A2, inflation, 3%. Et maintenant, on calcule le pouvoir d'achat réel au fil du temps. Je te le dis en version simple. Si les prix montent de 3% par an, ton argent achète moins, même si ton compte bancaire affiche le même nombre. Donc, l'année 1, ok, ça pique, presque pas. Année 5, tu commences à le sentir. Année 10, c'est déjà très visible. Année 15 et surtout année 20, là, ça devient brutal. Je déroule. À 10 ans, ton 100 000 euros ne pèse plus comme 100 000. À 20 ans, tu as perdu un morceau énorme de ton pouvoir d'achat. Et le pire, tu n'as eu aucun flash, aucun crash, aucun moins 30% qui te réveille. C'est silencieux. Et c'est exactement la logique de la grenouille dans l'eau qui chauffe. À 3%, tu ne sautes pas de la casserole. À 20 ans, tu es cuit. Ok, maintenant je te donne la formule la plus sticky de toute cette masterclass. Si tu ne retiens qu'un truc, retiens ça, la règle de 72. 72 divisé par inflation égale le nombre d'années pour perdre la moitié de la valeur. Je l'écris en énorme. 72 divisé par 3 égale 24 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mathématiquement, avec 3% d'inflation, ton argent est divisé par 2 en 24 ans. Et 24 ans, c'est quoi dans une vie? C'est la moitié d'une carrière. Tu bosses, tu progresses, tu gagnes plus. Et pendant ce temps, ton argent de départ est divisé par 2, sans que personne ne t'envoie une notification. Imagine 2 personnes. La première dit « Moi, je suis prudent, je garde tout en cash. Au moins, je ne perds jamais. » La deuxième dit « Moi, je suis prudent aussi, je garde une réserve en cash, mais mon long terme est investi. » Sur le papier, la première se sent safe, parce qu'elle ne voit jamais son compte baisser. Sauf qu'au bout de 24 ans, elle a pris une perte énorme en pouvoir d'achat, sans le réaliser. La deuxième, elle, accepte une vérité désagréable. Sur le long terme, ne rien faire est déjà une stratégie, et souvent une stratégie perdante. Et c'est là où beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils doivent choisir entre sécurité et risque. Non, la vraie séparation, c'est cash égale sécurité de court terme. Survie, imprévu, respiration. Investissement égale prédiction long terme pour battre l'érosion. Parce que si ton placement ne bat pas l'inflation sur ton horizon, désolé, mais ce n'est pas un placement, c'est un parking payant. Et le prix du parking, c'est ton pouvoir d'achat. Oui, mais l'inflation varie, donc ton calcul est faux. Non, ce calcul n'est pas là pour prédire le taux exact, il est là pour montrer la forme du problème. L'érosion composée. Que ce soit 2%, 3% ou 6%, le mécanisme reste le même. Et plus ça surprend à la hausse, plus tu es vulnérable si tu restes full cash sur le long terme. Je te fais un visuel bête, mais mémorable. Un billet avec une étiquette moins 3% par an collée dessus. Et à côté, une barre pouvoir d'achat qui descend doucement. Parce que c'est ça la réalité. Tu peux éviter la volatilité et te prendre une perte certaine.
Ce qu'il faut retenir en 3 phrases. L'inflation est composée. Petite au début, violente à la fin. La règle de 72 te donne l'ordre de grandeur instantanément. 72 divisé par 3 égale 24 ans pour perdre la moitié. Le risque long terme, ce n'est pas seulement la volatilité, c'est l'érosion silencieuse. Maintenant que tu vois l'érosion, on doit faire l'étape suivante, distinguer 2 fonctions qui ne se mélangent pas. La monnaie sert à payer, la réserve de valeur sert à protéger. On passe au match euro contre or contre bitcoin. La monnaie contre les réserves de valeur, l'euro contre l'or contre les bitcoins. Si tu mélanges monnaie et réserve de valeur, tu finis par conclure que tout est nul. L'euro est nul pour épargner sur 20 ans, l'or est nul pour acheter une baguette. Et bitcoin est nul pour payer ton café si tu veux zéro friction. C'est normal, tu compares des outils qui n'ont pas le même job. C'est comme comparer un marteau et un tournevis et conclure. Aucun des deux ne coupe du bois. Bah oui, ce n'est pas leur fonction. Une monnaie fiat moderne est organisée pour circuler. Vitesse, acceptation, simplicité. Une réserve de valeur est optimisée pour conserver. La rareté, la résistance, la durabilité, la vérification. Donc, quand quelqu'un te dit « l'euro ne garde pas sa valeur », ce n'est pas forcément inutile. C'est un constat de design. Ce n'est pas son métier. Son métier, c'est l'échange, pas le stockage sur 20 ans. Ok, maintenant on fait un audit data et patrimoine. Je te mets un tableau, euro, or, bitcoin, et je note sur 5. Pas pour faire une religion, juste pour comparer des propriétés. Critère numéro 1, la rareté. L'euro, 0 sur 5. L'offre est extensible par design. L'or, 4 sur 5. Rare, mais on peut en extraire plus si le prix monte. Bitcoin, 5 sur 5. 21 millions, règles strictement bornées. Le critère numéro 2, la portabilité. L'euro, 5 sur 5. Numérique, transférable. L'or, 1 sur 5. Lourd, coûteux, risqué à transporter. Bitcoin, 5 sur 5. Numérique, transférable mondialement. Critère numéro 3, divisibilité. L'euro, 4 sur 5, avec les centimes, mais limite pratique. L'or, 2 sur 5, divisible, mais pas au centime, sans friction. Bitcoin, 5 sur 5, on peut aller jusqu'au Satoshi. Le critère numéro 4, la durabilité. L'euro, 2 sur 5, le papier se dégrade et la valeur dépend d'une politique. L'or, 5 sur 5, physiquement durable. Le Bitcoin, 4 sur 5, durable tant que le réseau vit, mais il est conçu pour vivre. Le critère numéro 5, la vérifiabilité. L'euro, 2 sur 5. Facile à reconnaître, mais l'offre réelle et les règles sont externes. L'or, 3 sur 5. Vérifiable, mais nécessite expertise, l'alliage, la pureté. Bitcoin, 5 sur 5. Vérifiable par le protocole. Offre, transaction, règles. Critère numéro 6, le coût de stockage, la sécurisation. L'euro, simple sur un compte, mais ça dépend des intermédiaires. L'or, 2 sur 5, avec les coffres, les assurances transport, les risques physiques. Le Bitcoin, 4 sur 5, très léger mais exige une procédure, les clés, les sauvegardes. Le critère numéro 7, la résistance à la censure, la saisie. L'euro, c'est 0 sur 5. Un compte peut être gelé. L'or, 5 sur 5. Si tu l'as physiquement. 0 sur 5 si c'est une promesse papier. Et le Bitcoin, 5 sur 5 si tu as tes clés. Sinon, tu retombes dans une contrepartie. Et tu vois le pattern? En stockage long terme, l'euro n'est pas compétitif. En transport, l'or est pénible. Et Bitcoin est un objet étrange. Il combine la portabilité du numérique avec des propriétés de rareté et de vérification. Utiliser l'euro pour stocker du pouvoir d'achat sur 20 ans, c'est comme utiliser une Formule 1 pour livrer une pizza. Ça va vite, c'est impressionnant, mais ce n'est pas fait pour ça. Tu vas cramer le moteur. Et à l'inverse, payer ton pain en or, c'est absurde. Tu vas sortir une pièce, la peser, vérifier la pureté. Tu vas rater ton train. Chaque outil a son usage. L'investisseur rationnel ne choisit pas son camp. Il construit un système. Avec une couche liquide, l'euro, les dépenses et la sécurité sur 0 à 24 mois. Une couche patrimoniale, active de long terme, les actions, l'immobilier, l'or, le bitcoin, selon le profil, l'horizon, la tolérance. Une couche assurance, qui est optionnelle, un actif dur pour se protéger des scénarios monétaires défavorables. L'idée, ce n'est pas de tout mettre quelque part, c'est d'avoir les bons outils dans les bonnes cases. Oui, mais Bitcoin est volatile, ça baisse de 50%. Alors oui. Et justement, c'est le prix à payer quand un actif est encore en phase de découverte de valeur. La volatilité, c'est le bruit. La question, c'est est-ce que l'actif a des propriétés qui justifient qu'il existe comme valeur potentielle? Et puis, soyons honnêtes, l'euro est très stable, mais il a une volatilité faible dans une direction. Il perd lentement, calmement, sûrement. Je préfère une route de montagne qui monte et qui secoue
qu'une autoroute parfaitement lisse qui descend vers la cave. L'euro est un outil d'échange, pas un outil de stockage long terme. L'or et Bitcoin sont des outils de stockage avec des profils différents, physique contre numérique. Ne juge pas un outil hors de sa fonction. Monnaie est différent de réserve de valeur. Maintenant que tu as mis les bons outils dans les bonnes cases, on peut zoomer sur le moteur qui fait bouger tout le système, la masse monétaire, M2. C'est la partie la plus froide, mais c'est celle qui explique pourquoi statistiquement tout finit par monter. M2, pourquoi tout monte et pourquoi c'est logique. Si tu as l'impression que tout devient cher, pose-toi une seule question. Est-ce que les maisons, les actions et l'or valent vraiment plus? Ou est-ce que l'unité de mesure rétrécit? Parce qu'un prix, c'est toujours un actif, une unité. Et si l'unité se dilue, tout monte sans magie. Regarde cette courbe, ça s'appelle M2, une mesure large de la masse monétaire. En clair, combien de monnaies circulent dans le système? Dépôt, liquidité. Tu vois la forme? Ça ne fait pas des vagues, ça fait une marche, souvent vers le haut. Quand la masse monétaire grossit plus vite que l'économie réelle, la monnaie perd de la rareté. Et quand quelque chose perd de la rareté, ça perd du pouvoir d'achat. Et maintenant, je superpose M2, un indice action, type S&P 500, MSCI World, et un proxy immobilier, indice ou prix au mètre carré. Tu vois le film? Les courbes ne sont pas identiques, évidemment, mais elles correspondent. Et je te le dis tout de suite, le disclaimer intelligent est une ligne. Corrélation différent de causalité. Mais corrélation plus incitation, ça raconte une mécanique. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas les méchants spéculateurs. C'est un truc beaucoup plus simple. L'argent cherche un rendement. Si le cash se fait grignoter avec l'inflation et que les taux réels sont faibles, les gens font quoi? Ils cherchent une sortie. Et où vont les sorties? Dans les actifs. Actions, immobilier, or, art. Et oui, Bitcoin. Donc parfois, quand tu vois la bourse fait plus 10%, tu crois que tout le monde s'enrichit. Mais si sur la même période la monnaie a gonflé et le crédit a gonflé, une partie de cette hausse, c'est justement la conservation d'une part du gâteau. En clair, investi, tu maintiens ton pouvoir d'achat relatif. Pas investi, tu te fais diluer. C'est violent à entendre, mais c'est la logique du système. Imagine le sirop égale l'économie réelle. Biens, services, productivité. L'eau, c'est la monnaie. Si je rajoute de l'eau, le verre est plus rempli. Mais il n'y a pas plus de sirop. Tu viens de voir la dilution. Et les prix, au fond, c'est juste combien d'eau il faut pour obtenir la même quantité de sirop. Plus il y a d'eau, plus il faut d'eau pour la même chose. Ce n'est pas une opinion, c'est un ratio. Et là, nuance importante, parce que sinon on comprend mal. La dilution, ça ne se voit pas toujours d'abord dans le prix des yaourts. Elle peut se voir dans les actifs. Et pourquoi? Parce que les actifs sont des éponges à capital. Ils absorbent rapidement la monnaie qui cherche du rendement. C'est pour ça que tu peux vivre une période où l'inflation du quotidien est modérée, mais l'immobilier et les actions deviennent inaccessibles. Ce n'est pas contradictoire, c'est le même phénomène qui s'exprime à deux vitesses. Et c'est exactement ici que Bitcoin entre dans les débats, mais de façon rationnelle. Dans un monde où le robinet peut s'ouvrir, M2 qui grossit, Bitcoin propose l'inverse, une quantité plafonnée, vérifiable, non discrétionnaire. Tu peux ne pas aimer Bitcoin, tu peux trouver ça trop volatile, mais tu ne peux pas nier ce point. Bitcoin est construit comme un actif anti-dilution. C'est littéralement robinet ouvert contre offre verrouillée. Ce qu'il faut retenir, M2, c'est la taille de l'unité dans laquelle tu mesures la richesse. Quand M2 gonfle, le cash long terme est un pari difficile. Tu risques la dilution. Les actifs montent souvent parce qu'ils absorbent la fuite du cash. Ok, partie 1 terminée. Et le bilan de l'audit Fiat. Changer d'unité. L'immobilier en euros contre en or peut retourner ton interprétation. L'inflation est composée. Petite au début, énorme à la fin. Euro égale un outil de paiement. Or, Bitcoin, candidat, outil de stockage. Chacun avec ses coûts. M2 et les incitations expliquent pourquoi tout monte nominalement. Donc le vrai sujet, ce n'est pas Bitcoin monte ou baisse. Le vrai sujet, c'est comment tu protèges ton pouvoir d'achat dans le temps dans un système de dilution. Maintenant, la théorie est jolie, mais une question bloque tout. Est-ce que Bitcoin est réellement solide? Parce que si c'est hackable, falsifiable, ou si ça repose sur une croyance, alors tout ce qu'on vient de dire s'effondre. Donc là, on fait ce qu'on a annoncé au début, audit technique. On va ouvrir le capot. Partie 2, l'audit technologique. Ok, acte 2. Dans la partie 1, on a posé le contexte. Un monde où l'unité se dilue, donc où une réserve rare devient rationnelle. Maintenant, on vérifie la seule question qui compte.
Est-ce que Bitcoin tient techniquement? Est-ce que c'est falsifiable, hackable, trichable? On ouvre le capot et on commence par tuer le mot blockchain. La blockchain, c'est juste un fichier Excel partagé. On va tuer le mot blockchain tout de suite. C'est un mot qui sert souvent à vendre du vent. Pour notre audit, on le remplace par un outil que tout le monde connaît, Excel. Une blockchain, au fond, c'est juste un registre, une liste, une compta. Point. Regarde, Excel vierge, je zoome, je crée 3 colonnes. Colonne A, de qui? Colonne B, pour qui? Colonne C, combien? Et j'écris une ligne, Alice vers Bob, 1. Ça, c'est un ledger, un grand livre, une suite de transactions. Le système bancaire actuel, c'est exactement ça, un énorme ledger. Sauf qu'il est privé et centralisé. Dans une banque, le fichier est chez eux. Donc, la banque peut, en théorie, corriger une ligne, annuler une opération ou te bloquer l'accès au fichier. Donc, t'empêcher d'écrire une ligne. Et attention, je ne dis pas les banques sont méchantes. Je dis juste un fait d'architecture. Il y a un propriétaire du fichier. Donc, c'est un modèle fais-moi confiance. Imagine un seul fichier maître sur un serveur. Même très sécurisé, même audité. Ça reste un seul endroit où la vérité vit. Bitcoin change une seule règle. Au lieu d'avoir un fichier Excel sur un serveur à Paris, il donne une copie du fichier à des dizaines, voire des centaines de milliers de participants dans le monde. Personne n'a le fichier maître. La vérité, c'est la copie, que la majorité accepte. Chaque personne a la même version. Maintenant, quand Alice envoie quelque chose à Bob, elle ne l'écrit pas dans un fichier privé. Elle annonce la transaction au réseau. Et tout le monde met à jour sa copie. Et là, la question qui intéresse tout le monde. Ok, mais si je triche? Très bien, jouons ce scénario. Je prends mon fichier Excel, je rajoute une ligne Cédric vers Cédric pour 1 milliard. Et puis je crie au réseau. Eh oh tout le monde, j'ai 1 milliard. Et que fait le réseau? Les autres vérificateurs regardent l'historique. Ils voient une évidence. Je n'ai jamais reçu ce milliard avant. Donc cette ligne est incohérente. On va ajouter 2 briques pour que tu comprennes vraiment ce qui est nouveau. La première brique, la différence entre registre et blockchain. Le registre, c'est la liste des lignes qui envoie quoi à qui. La blockchain, c'est la manière de regrouper ces lignes en pages, des blocs, puis de relier des pages entre elles. Imagine un cahier. Tu peux écrire des lignes sur une page. À la fin de la page, tu écris une empreinte unique de cette page, une signature mathématique, qu'on appelle un hash. C'est comme un code-barre. Si tu changes un seul caractère sur la page, le code-barre change totalement. Et maintenant, la règle géniale. Sur la page suivante, tu recopies le code-barre de la page précédente. Résultat, les pages sont chaînées. Si tu modifies une page du passé, tu changes son code-barre. Donc la page suivante ne reconnaît plus la précédente. Et toute la chaîne devient incohérente. Deuxième brique, pourquoi ça résout un vrai problème? Dans l'ancien monde, si tu n'as pas de banque, tu as un problème de confiance. Comment être sûr que Alice n'envoie pas le même euro à 2 personnes différentes? C'est le problème de la double dépense. Sans tiers de confiance, Alice peut essayer. Je paye Bob et en même temps je paye Charlie. Si personne ne tient de registre, personne ne peut dire quelle version est vraie. Bitcoin répond par une idée simple. La vérité, c'est le registre que la majorité des vérificateurs acceptent. Pas parce qu'ils sont gentils, mais parce qu'ils appliquent tous les mêmes règles. Et ces règles sont bêtes mais strictes. 1. Une transaction doit être correctement signée. 2. Tu ne peux pas dépenser ce que tu n'as pas. Et 3. Une fois qu'une dépense est enregistrée et validée, la même pièce ne peut pas être dépensée 2 fois. Et ça, c'est important. Bitcoin ne te demande pas de faire confiance à une personne. Il demande de vérifier une règle. C'est un changement de paradigme. Et il y a une conséquence énorme. La confiance n'est plus dans une institution, elle est dans un protocole auditable. Maintenant, question logique. Si tout le monde a le même fichier, comment on décide l'ordre des lignes? Parce que l'ordre, c'est la clé. Si Alice envoie un BTC à Bob, puis envoie le même Bitcoin à Charlie, laquelle passe en premier? Il faut une horloge commune, un arbitre. Et il y a une deuxième question. Qu'est-ce qui empêche un spammer de balancer des millions de fausses lignes et de saturer le fichier? Si écrire une ligne ne coûte rien, c'est ingérable. Donc on a compris le quoi. Un registre partagé plus les règles. Maintenant, il faut comprendre le comment. Comment on verrouille le registre dans le temps? Et comment on rend l'écriture coûteuse pour éviter la triche et le spam? Et là, on arrive au cœur du moteur. La partie que tout le monde déteste, mais qui fait tout tenir. La preuve de travail. Mini FAQ rapide pour verrouiller l'intuition. Première question,
Tout le monde voit toutes mes transactions? La réponse est le registre est public. Mais ce n'est pas ton identité civile qui est publique. Ce qui est public, ce sont tes adresses. Relier une adresse à une personne dépend du contexte, de la plateforme, des erreurs, des traçages. Donc oui, il y a un sujet vie privée. Et c'est pour ça qu'on parle parfois de bonnes pratiques et d'hygiène. Deuxième question. Et si je suis hors ligne, je perds mon fichier? La réponse est non. Le fichier n'est pas chez toi, il est partout. Tu peux perdre ton ordinateur, le réseau continue. Ce qui compte, c'est ta clé privée, pas ta copie du registre. Troisième question. Pourquoi les banques ne font pas pareil? Alors oui, elles pourraient distribuer des copies. Mais elles ne veulent pas perdre le contrôle. Et surtout, elles opèrent dans un cadre légal où l'arbitrage central est une fonctionnalité. Bitcoin, lui, fait l'inverse. Il supprime l'arbitre. En conclusion, si la transaction n'est pas correcte, ils rejettent la ligne, ils répondent non. Ton fichier est faux. Et c'est ça la magie de la décentralisation. Pour tricher, tu ne dois pas hacker un ordinateur. Tu dois convaincre la majorité que ton mensonge est vrai. Ok, là, tu comprends le quoi. Mais tu as deux questions légitimes. Comment on empêche des gens de spammer le fichier avec n'importe quoi? Et surtout, qui décide de l'ordre des lignes? Parce que l'ordre, c'est crucial. Et c'est là qu'arrive l'invention la plus brillante de Satoshi. Le truc qui paraît absurde au début et qui est en réalité le mur de sécurité, la preuve de travail, le minage, le proof of work, l'énergie contre mur de sécurité. Quand tu entends Bitcoin consomme de l'énergie, tu crois souvent que c'est un défaut. Dans un audit technique, c'est l'inverse. C'est le prix de l'intégrité. L'énergie, c'est ce qui transforme un simple fichier Excel partagé en un Excel partagé impossible à falsifier à grande échelle. Reprenons notre Excel. On a des lignes de transaction. Au-dessus, j'ajoute une question. Qui écrit la prochaine ligne? Si tout le monde a une copie du fichier, il faut régler deux problèmes. L'ordre, quelle transaction passe avant l'autre? La triche, comment empêcher quelqu'un de réécrire l'histoire ou de spammer le registre? Sans règle d'ordre, c'est le chaos. Sans règle anti-triche, c'est juste une base de données normale. Donc, falsifiable. Imagine un digicode, mais sans code affiché. Tu sais qu'il existe un code valide, mais tu ne le connais pas. Pour le trouver, tu dois tester des combinaisons. Encore et encore. C'est exactement ce que font les mineurs. Ils prennent des transactions valides en attente, les regroupent dans un bloc, puis ils cherchent un code, un hash, qui respecte une condition très stricte. Il n'y a pas de raccourci, pas d'astuce intelligente. Tu ne peux qu'essayer, encore, et réessayer. Le protocole ajuste en permanence la difficulté de ce jeu pour que globalement on retrouve un bloc à un rythme régulier. Donc le système dit en substance, tu veux écrire la prochaine page du registre? Très bien, prouve que tu as dépensé du travail. Et c'est ça la proof of work, une preuve de travail. Tu ne peux pas écrire gratuitement. Chaque tentative pour proposer un bloc consomme de la puissance de calcul, donc de l'énergie, donc de l'argent. Résultat, le spam devient cher. Et ce qui est cher devient rare. La proof of work, c'est le péage pour écrire dans le cahier. Maintenant, le morceau important, la réécriture. Si quelqu'un veut changer une ligne ancienne du registre, il ne suffit pas d'éditer Excel sur son ordinateur. Il doit refaire le travail de ce bloc, puis rattraper tout le travail qui a été fait depuis par le reste du réseau. Et pendant qu'il essaye de rattraper, le réseau continue d'avancer, bloc après bloc. Donc, plus une transaction est profonde dans l'historique, plus elle est scellée. Visualise une pile de blocs empilés les unes sur les autres. Réécrire un bloc ancien, c'est refaire le travail de ce bloc, plus de tous les blocs au-dessus. C'est là que tu entends parler d'attaque 51%. La version simple, pour falsifier durablement l'histoire, il faut avoir plus de puissance de calcul que le reste du réseau réuni, et assez longtemps pour imposer ta version. Ce n'est pas hacker une banque en une nuit, c'est devenir plus puissant que la majorité des vérificateurs mondiaux en même temps et maintenir cet effort. L'attaque n'est pas impossible par magie, elle est improbable par coup. Objection classique, ok, mais si un État très riche décide de le faire? Bonne question. L'audit technique est froid. Oui, en théorie, un acteur très puissant pourrait tenter une attaque 51%. Mais il faut comprendre ce que ça donne réellement. Une attaque 51%, ce n'est pas je vole tous les bitcoins, ni je change la règle des 21 millions, ni j'efface le réseau. Ce que tu peux faire, principalement, c'est réorganiser temporairement l'ordre des transactions. Donc, potentiellement faire une double dépense sur une fenêtre limitée. C'est grave, mais ce n'est pas une prise de contrôle absolue. Et surtout, c'est extrêmement cher.
il faut acheter ou louer une puissance colossale, l'alimenter, la maintenir. Une fois que tu attaques, tu fais chuter la confiance. Donc, tu fais chuter la valeur de la récompense en Bitcoin que tu touches. Tu dépenses énormément pour détruire la valeur du butin que tu espères obtenir. C'est un modèle où l'attaque se retourne contre l'attaquant. C'est ce qu'on appelle une sécurité par incitation. Le protocole ne fait pas confiance aux mineurs. Il les aligne économiquement. Tu gagnes beaucoup plus en jouant le jeu, sécuriser le réseau, encaisser des récompenses, qu'en essayant de casser le jeu. Autre objection, c'est du gaspillage. Le mot est piégeux. On gaspille quand on dépense une ressource sans objectif. Ici, l'objectif est explicite. Créer un registre public, immuable, sans chef, résistant à la censure et à la triche. Ça ne peut pas être gratuit. Si c'est gratuit d'écrire dans le registre, c'est gratuit d'attaquer le registre. Tu peux ne pas aimer le prix, tu peux estimer que c'est trop pour ce service, mais tu ne peux pas nier la logique. Dans Bitcoin, sécurité égale coût. Plus le hash rate, donc la puissance totale de calcul engagée, est élevée, plus le budget de sécurité est grand, plus réécrire l'histoire coûte cher. Et il y a une propriété clé, trouver la bonne combinaison. Le bon bloc est difficile, mais vérifier la solution est facile. Une fois qu'un mineur propose un bloc, le reste du réseau peut vérifier en une fraction de seconde que le travail a bien été fait. C'est exactement ce qu'on veut. Il est coûteux de produire un mensonge, mais gratuit de le détecter. Un détail souvent mal compris. La Proof of Work ne sert pas qu'à consommer de l'énergie, elle sert aussi à synchroniser le réseau. Quand un bloc est trouvé, tout le monde est informé de la même version de l'histoire. C'est une horloge économique, un métronome mondial. À chaque tic, un nouveau bloc est ajouté et le registre avance d'un cran. Et ça explique pourquoi la sécurité n'est pas binaire. Elle augmente avec le temps. Plus une transaction est enfouie sous les blocs, plus il devient coûteux de la réécrire. C'est pour ça qu'on parle de confirmation. Ce n'est pas une superstition crypto, c'est juste une manière de dire. Chaque bloc supplémentaire au-dessus de la transaction augmente le coût nécessaire pour la falsifier. Pour résumer cette brique de l'audit, Proof of Work égale barrière d'entrée pour écrire dans le registre, un péage en énergie. La sécurité égale le coût de la falsification, plus la nécessité de rattraper tout le travail collectif. 51% égale battre la majorité de la puissance. Pas pirater un PC ni changer les règles du jeu. La Proof of Work, c'est une machine qui transforme l'énergie en vérité vérifiable. Ok, on a maintenant un registre partagé et une manière de verrouiller l'histoire dans le temps. Il reste une question fondamentale pour l'audit. Si le système est sécurisé, quelle est sa politique monétaire? Combien d'unités existent? Qui décide? Est-ce que c'est modifiable? C'est là qu'on parle de la règle la plus simple, la plus brutale. L'offre est bornée à 21 millions. 21 millions, rareté absolue et vérifiable. Dans l'histoire, on a déjà eu des choses rares. L'or, des terrains, des tableaux de maître, mais on n'a presque jamais eu une chose à la fois rare et dont la rareté est vérifiable par n'importe qui, sans faire confiance à un expert. Bitcoin propose un truc nouveau, une rareté qui ne repose pas sur une promesse humaine, mais sur une règle mathématique publique. Imagine un jeu de cartes où le nombre de cartes est fixé à l'avance. Tu dis, dans ce jeu, il y a 21 millions de cartes. Pas une de plus. Tant que tout le monde joue avec le même jeu, personne ne peut imprimer une carte supplémentaire en douce sans que tout le réseau la rejette. Comment on arrive à ce chiffre de 21 millions? Les bitcoins ne sont pas tous là au début. Ils sont créés progressivement, bloc par bloc, pour récompenser les mineurs. Sauf que cette récompense baisse au fil du temps. C'est le fameux halving. Regarde ça comme une suite mathématique simple. Tu prends une quantité, tu la coupes en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite. Même si tu continues à l'infini, la somme totale ne part pas à l'infini. Elle converge vers une limite stricte. Ici, cette limite, c'est 21 millions. Sur ce graphique, tu vois la différence fondamentale. En rouge, la masse monétaire fiat. C'est un robinet qu'on ouvre de plus en plus fort. L'offre est flexible. Elle s'adapte aux crises, aux guerres, aux besoins politiques. En vert, Bitcoin. C'est un robinet qui se ferme progressivement. L'offre est rigide. Mon offre, c'est ça. C'est vérifiable et ça ne bougera pas. Pour une stratégie patrimoniale, la conclusion est brutale. La dilution est bornée. Maintenant, attaquons les deux objections classiques. Objection numéro 1, le code est open source. On peut le copier et créer un Bitcoin avec 42 millions. C'est vrai, tu peux copier le code en 5 minutes. Mais copier la recette du Coca-Cola ne te donne pas l'entreprise Coca-Cola. Tu auras le soda, mais tu n'auras pas la marque, pas les usines, pas les distributeurs, et surtout pas les consommateurs. Forquer le code ne forque pas la confiance. Bitcoin, ce n'est pas juste un logiciel, c'est un effet de réseau. La liquidité, les mineurs, les développeurs, les utilisateurs.
L'objection numéro 2, et si on se met d'accord pour changer le code et imprimer plus? C'est là qu'il faut comprendre la théorie des jeux. Pour changer Bitcoin, il ne suffit pas de modifier un fichier. Il faut convaincre la majorité du réseau d'adopter la nouvelle règle. Or, les gens qui font tourner le réseau, les nœuds, les mineurs, les détenteurs, possèdent du Bitcoin. Si tu leur proposes une règle qui dit imprimons plus de pièces, tu leur demandes littéralement de diluer leur propre richesse. Tu leur demandes de voter contre leur propre intérêt économique. C'est pour ça que la limite est crédible. Elle est alignée avec l'égoïsme rationnel de ceux qui protègent le réseau. En conclusion, le hard cap des 21 millions ne te garantit pas un prix, mais il te garantit que tu ne seras pas dilué arbitrairement. Peut-on hacker Bitcoin? Il reste une dernière question pour clore notre audit technique. Celle qui fait peur. Est-ce qu'on peut casser la serrure mathématique et voler mes fonds? Quand quelqu'un dit « je me suis fait hacker mes bitcoins », dans 99% des cas, ce n'est pas le réseau Bitcoin qui a failli. C'est un mot de passe faible, un ordinateur infecté ou une clé privée donnée à un site frauduleux. En gros, on n'a pas forcé le coffre-fort de la banque, on a volé la clé dans la poche du client. Mais pour l'audit, soyons paranoïaques. Peut-on forcer le coffre? Peut-on deviner la clé privée par la force brute? Bitcoin repose sur une idée simple. Si tu as la clé, tu signes, tu dépenses. Le réseau ne connaît pas ton nom, il ne valide que ta signature mathématique. Alors, c'est quoi une clé privée? Imagine une suite de 256 lancers de pièces. Pile égale 1, face égale 0. Le nombre de combinaisons possibles est de 2 puissance 256. Dit comme ça, c'est juste un gros chiffre. Le cerveau humain ne comprend pas les exposants. Traduisons ça dans le monde réel. Imagine que chaque grain de sable sur Terre est une clé possible. Si tu avais un super ordinateur capable de tester des milliards de clés par seconde, tu n'aurais même pas commencé à gratter la surface d'un seul grain de sable. En fait, le nombre de possibilités est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers observable. Chercher une clé privée au hasard, c'est chercher un atome spécifique quelque part dans l'univers, les yeux fermés. Tu es dans un désert de probabilités. Et le système ne te dit pas « tu chauffes ». Soit c'est bon, soit c'est faux. La sécurité ne vient pas d'un mur de police, elle vient d'un mur mathématique. C'est une distinction capitale pour l'investisseur. La proof of work vue précédemment protège l'histoire du registre. La cryptographie protège ta propriété. Même si quelqu'un possédait 100% de la puissance de minage, il pourrait gêner le réseau, mais il ne pourrait pas deviner ta clé privée et signer à ta place. Ok, mais l'ordinateur quantique? Alors oui, c'est une question légitime. Aujourd'hui, la menace n'existe pas. Si un jour la puissance de calcul fait un bond quantique, Bitcoin est un logiciel. Il peut évoluer. On peut mettre à jour les algorithmes de signature. On peut faire une mise à jour du réseau. Ce n'est pas une faille fatale, c'est une maintenance future potentielle. Le vrai risque est ailleurs. Le vrai risque pour ton patrimoine, ce n'est pas qu'un génie casse la courbe elliptique. Le risque, c'est toi. C'est le phishing. C'est la perte de ta phrase de récupération. C'est faire confiance à une plateforme centralisée qui fait faillite. C'est le paradoxe de Bitcoin. C'est le système le plus sécurisé au monde, mais il exige une responsabilité totale de l'utilisateur. Bitcoin, ce n'est pas une croyance magique. C'est un système ingénieux qui combine 4 briques. Un registre partagé pour la transparence, un mur énergétique pour l'immuabilité, une rareté programmée pour la valeur, une cryptographie inviolable pour la propriété. Maintenant que l'on sait que la machine est solide, posons-nous la question suivante. Économiquement, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi le prix bouge par cycle aussi violent? Pourquoi le halving déclenche-t-il des hausses? Et surtout, est-ce que c'est trop tard pour s'y intéresser? Allez, on va passer tout de suite à l'acte 3, qui est l'audit économique. Partie 3, audit économique. On a vérifié la mécanique. Registre distribué, mur, proof of work, rareté programmée, cryptographie. Maintenant, on passe au business model du truc. L'offre, la demande, l'adoption et le couple risque-rendement. L'objectif, comprendre pourquoi le prix bouge par cycle sans sortir la boule de cristal. Le halving. Pourquoi l'offre se contracte mécaniquement. Si tu veux comprendre le prix de Bitcoin sans que l'on te raconte d'histoire, commence par l'offre. Parce que Bitcoin a une particularité unique au monde. Son offre nouvelle baisse dans le temps, selon un calendrier inflexible. Je te montre un graphique ultra simple. Nouveau Bitcoin émis par jour. Tu ne vois pas une courbe lisse, tu vois des marches d'escalier qui descendent. C'est ça le halving. Tous les 4 ans environ, 210 000 blocs, la récompense versée aux mineurs est divisée par 2. Le robinet se ferme de moitié. On peut résumer l'impact avec une équation de niveau maternel. Demande stable plus offre divisé par 2 égale pression haussière. Attention au raccourci.
Ça ne veut pas dire que le prix va exploser le lendemain. Ça veut dire le marché doit rééquilibrer un flux. Avant le halving, les mineurs déversent une certaine quantité de Bitcoin chaque jour pour payer leurs factures. Après le halving, ce flux est coupé en deux. Si la demande reste la même, il manque des vendeurs pour satisfaire les acheteurs. Le prix doit s'ajuster pour trouver un nouvel équilibre. Et l'objection classique. Tout le monde le sait, donc c'est déjà pricé, intégré dans le prix. C'est l'argument de la théorie des marchés efficients. Sauf que savoir n'est pas absorbé. Le marché, ce n'est pas une équation parfaite. Il est fait de contraintes, de liquidités. Le point clé, ce sont les mineurs. Les mineurs ne vivent pas dans la théorie, ils vivent dans la trésorerie. Ils ont des coûts fixes, l'électricité, le matériel, les salaires. Ils sont obligés de vendre une partie de leur production pour survivre. Ils créent ce qu'on appelle un flux vendeur structurel. Quand le halving arrive, le revenu en Bitcoin est divisé par deux. Leur coût de production par Bitcoin double mécaniquement. Les mineurs les moins rentables débranchent ou font faillite. Le flux vendeur structurel qui pesait sur le marché s'allège. C'est mécanique. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'industrie. Le halving n'est pas une prophétie de x10, c'est un choc d'offres. Bilan de ce point, dans les actions, l'offre peut augmenter, la dilution. Dans l'or, si le prix monte, on creuse plus vite. Dans Bitcoin, l'offre est inélastique. Le prix ne peut pas faire apparaître plus de Bitcoin. Ok, l'offre, on a compris. Elle se contracte par palier. Mais pour faire un prix, il faut deux courbes. Il faut la demande, et la demande, elle, n'est pas programmée. Elle est psychologique, elle est cyclique. Pourquoi le marché passe-t-il de l'euphorie à la dépression tous les 4 ans? On passe à l'analyse des cycles. Les cycles, ce que l'historique montre et ce qu'il ne garantit pas. Bitcoin est un actif jeune, et les actifs jeunes font des cycles violents. L'erreur fatale, c'est de penser « ça va refaire pareil », mécaniquement. La bonne approche data, c'est qu'est-ce que l'historique nous révèle sur la structure du marché et l'ampleur des risques. Sur ce graphique, tu vois une séquence qui revient souvent. Je la simplifie en 4 phases. L'accumulation, le prix est plat, personne n'en parle, c'est mort. Le réveil, le prix bouge, les initiés reviennent, la narration se réactive. L'euphorie, médias, FOMO, effet de levier. Tout le monde est un génie. La purge, excès, liquidation en chaîne, capitulation, retour au calme. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la dynamique classique d'un actif volatile en phase d'adoption mondiale. Le marché purge le levier et transfère les pièces des mains faibles, les spéculateurs pressés, vers les mains fortes, les investisseurs long terme. Et attention ici au piège mental du livret A. Beaucoup d'investisseurs veulent le rendement du Bitcoin avec la courbe lisse d'un livret A. Et ça n'existe pas. Historiquement, Bitcoin a payé sa performance par sa volatilité. Une correction de 50% n'est pas une anomalie, c'est une fonctionnalité de nettoyage de marché. L'influence macro, le facteur invisible, les cycles ne viennent pas que du halving. Bitcoin est une éponge à liquidité. Il est très sensible au taux d'intérêt, à la masse monétaire mondiale. Quand la liquidité déborde, avec des taux bas, la planche à billets qui s'excite, Bitcoin a tendance à surréagir à la hausse. Quand la liquidité se retire, il surcorrige. Ton analyse ne doit pas regarder Bitcoin en vase clos, mais comme un baromètre de l'appétit pour le risque mondial. La conclusion stratégique, scénario contre prédiction. L'historique ne sert pas à prédire le prix de demain, il sert à calibrer ton risque. Au lieu de jouer au devin, raisonne en scénario. Le scénario A, un drawdown modéré de moins 30%. Tu tiens. Scénario B, un drawdown sévère, moins 50%. Tu tiens. Scénario C, hiver nucléaire, moins 70% ou plus. Tu tiens quand même. Et pourquoi tu tiens? Parce que ton allocation est dimensionnée pour survivre au scénario C. Si tu paniques en phase 4, au niveau de la purge, ce n'est pas la faute du marché, c'est que ta position était trop grosse pour tes nerfs. La diversification redevient intelligente ici. Si Bitcoin est ton pari asymétrique, haut potentiel, haute volatilité, le reste de ton patrimoine doit être le socle de sécurité. On ne construit pas une maison sur 2 paratonnerres. Ok, on a vu l'offre et la structure des cycles. Mais pour que tout ça tienne sur le long terme, il faut une demande réelle qui grossit. On passe à l'analyse de l'adoption. Adoption, Internet contre Bitcoin et la loi de Metcalfe. La question, sommes-nous encore tôt, ne se répond pas avec un tweet ou une boule de cristal. Elle se répond avec une donnée, l'adoption. Je vous propose de superposer deux graphiques. La courbe d'adoption d'Internet depuis 90 et la courbe d'adoption des cryptoactifs. On observe la même structure, une courbe en S. C'est typique des technologies de réseau. Pour comprendre pourquoi, il faut invoquer la loi de Metcalfe. Version simple, la valeur d'un réseau croît exponentiellement avec le nombre de ses utilisateurs. Au début,
Avoir le seul téléphone au monde ne sert à rien. Quand 2 personnes l'ont, c'est utile. Quand 1 milliard de personnes l'ont, c'est indispensable. Bitcoin est un réseau monétaire. Plus il y a de participants, plus il est liquide, robuste et utile. Mais attention aux métriques trompeuses. Certains vous diront « Regarde, le nombre d'adresses explose ». En audit, on se méfie. Je peux créer 100 adresses vides en 5 minutes. Ça ne crée pas de valeur. On ne regarde pas une métrique isolée, on regarde un faisceau d'indices, des proxys. L'infrastructure, hash rate. Est-ce que le mur de sécurité grandit? La réponse est oui. L'usage. Est-ce que la valeur transférée augmente? La réponse est à nouveau oui. La quantité des acteurs. C'est le point le plus important. L'adoption se fait par strates. Strate numéro 1, les passionnés, les cypherpunks, avec des capitaux faibles. La strate numéro 2, les spéculateurs et particuliers, le retail, avec des capitaux moyens. La strate numéro 3, les entreprises, stratégie, Tesla, avec des capitaux élevés. La strate 4, les institutions financières, les ETF, le BlackRock, etc. Des capitaux massifs. À chaque nouvelle strate qui entre, l'échelle de valeur change. Nous sommes en train de passer de la strate 3 à la strate 4. L'adoption d'une technologie comme l'iPhone prend 5 à 10 ans. L'adoption d'une monnaie prend des décennies. Pourquoi? Parce que la monnaie est une couche sociale et psychologique. Il faut de la confiance, de la régulation, des habitudes. Conclusion sur l'adoption. Si l'on suit la courbe en S, nous sommes sortis de la phase expérimentale, mais nous sommes loin de la saturation. Être early, ça ne veut pas dire argent facile. Ça veut dire fort potentiel plus forte incertitude. Votre portefeuille doit refléter cela. On ne dimensionne pas une position early stage comme on dimensionne un livret A. Ok, on a l'offre, la structure, la tendance de fond. Il reste la question de l'investisseur rationnel. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le risque que je prends est bien rémunéré? Et on passe tout de suite au juge de paix de la finance, le ratio de Sharpe. Risque contre rendement. Le ratio de Sharpe plus la volatilité décroissante. Beaucoup d'investisseurs disent Bitcoin c'est trop risqué. Mais en finance, la question n'est jamais est-ce que c'est risqué? Le risque zéro n'existe pas. La seule vraie question c'est est-ce que le rendement compense le risque que je prends? Pour répondre, on sort un outil standard de l'industrie, le ratio de Sharpe. Le concept est simple. C'est votre boussole de rentabilité. Il mesure combien de pourcents de rendement vous gagnez pour chaque unité de volatilité que vous subissez. La formule simplifiée, c'est le rendement annuel moins le taux sans risque, le tout sur la volatilité. Et historiquement, c'est là que Bitcoin surprend. Malgré ses crashs violents, son rendement a été si élevé que son ratio de Sharpe est souvent resté compétitif, voire supérieur à celui des indices boursiers traditionnels sur des périodes longues, 4 ans plus. Autrement dit, le marché a payé la volatilité par de la performance. La nuance de l'auditeur, pour être honnête, le Sharpe a ses limites. Il suppose une distribution des risques normale. Or, Bitcoin a des queues de distribution épaisses. Il ne bouge pas un peu tous les jours. Il peut ne rien faire pendant des mois, puis exploser ou s'effondrer de 20% en une nuit. Donc, ne prenez pas le Sharpe comme une vérité absolue, mais comme un indicateur d'efficacité. Le deuxième point de l'audit, la volatilité décroissante. Bitcoin est volatile, c'est un fait. Mais la question intéressante est, est-ce que ça se calme avec le temps? On observe une tendance de fond, la maturation. Un marché qui pèse 1000 milliards est plus difficile à bouger qu'un marché qui pèse 10 millions. Avec l'arrivée des institutionnels et la profondeur de la liquidité, la volatilité a tendance à se tasser. Attention, tasser ne veut pas dire stable. Ça veut dire moins extrême qu'au début. Bitcoin restera probablement plus nerveux que le S&P 500 pendant encore longtemps. Voici la conclusion de cette partie. L'intérêt de Bitcoin dans un patrimoine n'est pas d'être confortable, c'est d'être asymétrique. C'est l'un des rares actifs où une petite allocation, 1% à 5%, peut avoir un impact significatif sur la performance globale de votre patrimoine, sans pour autant le mettre en péril si l'actif va à zéro. Et si vous voulez vérifier cela, j'ai fait une vidéo que vous retrouvez juste ici, qui vous montre comment bien répartir son patrimoine. Mais cette asymétrie a un prix. Vous devez accepter des drawdowns, de moins 50% à moins 70%. Si vous regardez ces chiffres et que vous vous dites « je ne dormirai pas », alors la conclusion est simple. Votre allocation est trop grosse. Une stratégie qui fonctionne sur Excel, mais qui vous fait paniquer dans la vraie vie, ce n'est pas une stratégie, c'est un piège. Et tout cela nous amène à la conclusion finale de cette vidéo. On a audité la tech, on a audité l'éco. Il reste la seule chose qui compte vraiment, votre patrimoine. Comment on intègre concrètement cet ovni dans une stratégie globale, avec un salaire, des projets et des impôts. Avant de passer à votre stratégie personnelle, je dois verrouiller le terrain.
J'ai listé les 10 objections les plus courantes que j'entends. On va faire un audit éclair. 10 questions, 10 réponses d'auditeurs. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Bitcoin est trop volatile. Ce n'est pas une réserve de valeur. Et c'est faux. Une réserve de valeur vise à conserver du pouvoir d'achat sur le long terme, pas à être stable mardi matin. La volatilité, c'est le prix de la découverte du prix. Regardez Amazon dans ses débuts. Question numéro 2. Si c'est numérique, ça peut disparaître. Ce n'est pas un fichier sur un serveur, c'est un protocole distribué sur des milliers d'ordinateurs. Pour le tuer, il faut éteindre Internet mondialement. Si ça arrive, vos comptes bancaires seront inaccessibles bien avant vos bitcoins. La question numéro 3. L'État va l'interdire. On ne peut pas interdire un protocole. On peut seulement le réguler. Ils peuvent fermer les portes d'entrée, les exchanges, mais pas le réseau. Le risque est réglementaire, pas existentiel. La question numéro 4. Bitcoin ne produit rien, donc ça vaut zéro. L'or ne produit rien non plus. Il ne verse pas de dividendes. Sa valeur vient de ses propriétés physiques, rareté, inaltérabilité. Bitcoin a les mêmes, mais en numérique et transférable instantanément. Question numéro 5. On peut créer des milliers de cryptos. La rareté est fausse. Alors oui, je peux copier le code de Facebook demain. Est-ce que j'aurai des utilisateurs? Non. La rareté de Bitcoin, c'est l'effet de réseau plus la sécurité accumulée depuis 2009. Le code est copiable, la confiance ne l'est pas. Question numéro 6. C'est trop compliqué pour le grand public. Alors je vais te dire, personne ne comprend comment fonctionne l'email avec les SMTP, mais tout le monde l'utilise. L'usage se simplifie avec les applications, le protocole reste complexe sous le capot et c'est normal. Question numéro 7. Le mining est un désastre écologique. Alors oui, c'est un coût, pas un gaspillage. C'est le prix à payer pour avoir une monnaie incensurable et sécurisée sans armée. Comparez-le au coût du système bancaire mondial, plus le convoyage de fonds, plus les bâtiments, et le débat change de nature. Question 8. Je préfère les actions, c'est plus rationnel. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Les actions pour la productivité, Bitcoin pour l'assurance monétaire. Un portefeuille robuste a souvent les deux. Question numéro 9. Et si je perds ma phrase de sécurisation, la SID? Alors c'est le risque principal, l'erreur humaine. Mais ça se gère avec des procédures, pas de la chance. On en parle juste après dans la partie stratégie. Et question numéro 10. Ok, mais je fais quoi demain? On arrête de débattre et on passe à l'exécution. C'est justement le sujet de la dernière partie, votre audit patrimonial. Partie 4, l'audit patrimonial. Attention, cette partie ne dit pas acheter du Bitcoin. Elle dit, si vous décidez d'en acheter après cet audit, voici comment le faire proprement. 1% de Bitcoin, la mécanique de l'asymétrie. On entre maintenant dans l'audit patrimonial. Je ne vais pas vous donner de conseils en investissement, je vais vous donner un cadre de décision. L'objection numéro 1, c'est « Je refuse de jouer ma vie sur un actif aussi volatile ». Et vous avez raison. Mais regardons ce que disent les mathématiques de portefeuille sur l'asymétrie positive. Portefeuille A, 100% S&P 500 ou MSCI World. Portefeuille B, 99% S&P 500 plus 1% de Bitcoin. Faisons un stress test, un scénario catastrophe. Imaginez que Bitcoin aille à zéro demain matin. Il disparaît. Le portefeuille A fait sa vie. Le portefeuille B perd 1%. C'est désagréable, mais ce n'est pas mortel. Vous ne changez pas de vie, vous ne vendez pas la maison. Votre risque est borné à votre allocation. Maintenant, faisons le scénario historique, scénario de hausse. Sur les cycles précédents, ce petit 1% a souvent suffi à booster la performance globale du portefeuille de plusieurs points de pourcentage. C'est ça l'asymétrie. Perte maximale, 1% connu et accepté, gain potentiel non borné. Le secret, c'est le rebalancing, le rééquilibrage. Avoir 1%, ce n'est pas juste acheter et oublier. C'est utiliser la volatilité à votre avantage. C'est une discipline mécanique. Si Bitcoin explose et représente soudainement 5% de votre patrimoine, vous vendez l'excédent pour revenir à 1%. Vous prenez les profits sans émotion. Si Bitcoin s'effondre et ne pèse plus que 0,5%, vous renforcez pour revenir à 1%. Vous achetez bas sans émotion. Le rebalancing transforme la volatilité qui fait peur en performance qui fait plaisir. Et l'argument psychologique. Pourquoi commencer petit? Eh bien pour apprendre. Si vous mettez 20% de votre patrimoine et que le marché fait moins 50%, vous allez paniquer et vendre au pire moment. Si vous mettez 1% et que le marché fait moins 50%, vous allez observer, comprendre et apprendre. Le 1% n'est pas une vérité universelle. C'est un bac à sable rationnel pour tester votre process, votre custody et vos nerfs. Une fois que l'allocation cible est définie, que ce soit 1%, 3% ou plus selon votre profil, il reste une question pratique. Comment on rentre? Est-ce qu'on met tout d'un coup avec un lump sum ou est-ce qu'on lisse avec un DCA?
Et passons tout de suite à l'analyse de ces points d'entrée. Le lump sum contre le DCA, maths contre psychologie, et comment trancher sans ego. À ce stade, vous avez défini votre allocation, par exemple 1%. Maintenant, comment entre-t-on? Alors le débat DCA contre lump sum est souvent traité comme une religion sur les réseaux sociaux. Ici, on va le traiter comme un arbitrage. Il y a deux écoles. Le lump sum, tout d'un coup, j'ai 1000 euros à investir, j'achète pour 1000 euros aujourd'hui. Le DCA, le dollar cost average, j'ai 1000 euros, j'achète pour 100 euros tous les mois pendant 10 mois. Et que disent les maths? Statistiquement, sur un actif qui a une tendance haussière à long terme, le lump sum gagne le plus souvent, environ 2 fois sur 3. Pourquoi? Parce que time in the market beats timing to the market. En attendant d'investir, votre cash ne travaille pas et subit l'inflation. Et que dit la psychologie? Le DCA n'est pas une optimisation financière, c'est une assurance contre le regret. Si vous mettez tout d'un coup et que le marché perd 20% le lendemain, vous allez vous sentir stupide et vous risquez de revendre. Si vous faites du DCA et que le marché baisse, vous êtes content, chouette, j'achète moins cher le mois suivant. Et la solution Data et Patrimoine, c'est une solution hybride. Ne cherchez pas à avoir raison sur Excel, cherchez à dormir la nuit. Si vous n'arrivez pas à trancher, utilisez plutôt le et plutôt que le ou. Une stratégie très robuste consiste à faire 50% en lump sum tout de suite pour prendre position et ne pas avoir de regret de rater une hausse, 50% en DCA sur 6 à 12 mois pour lisser votre prix d'entrée et vous protéger d'une baisse immédiate. La règle d'or. La meilleure stratégie du monde ne sert à rien si vous l'abandonnez au premier stress. Si l'idée d'investir une somme d'un coup vous angoisse, ne le faites pas. Faites du DCA. Vous perdrez peut-être quelques petits pourcents de rendement théorique, mais vous gagnerez en sérénité. Et la sérénité, c'est ce qui vous permet de tenir 10 ans. Ok, vous avez l'allocation, vous avez la méthode d'entrée, il reste le point le plus critique que 90% des débutants négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'est pas combien j'ai, c'est où c'est. Et là, on parle de custody. Custody, le vrai risque, c'est la contrepartie. Dans la partie 2, on a vu que le réseau Bitcoin est quasiment impossible à hacker. Mais vous êtes hackable. Et surtout, les intermédiaires sont faillibles. Le risque principal de perte en crypto, ce n'est pas la volatilité, c'est la custody, la garde, le constat juridique. Il y a une phrase célèbre. Not your keys, not your coins. Pas vos clés, pas vos coins. Ce n'est pas un slogan d'anarchiste. C'est un fait juridique. Sur une plateforme, vous ne possédez pas de Bitcoin. Vous possédez une créance sur la plateforme. Vous avez une promesse. Si la plateforme fait faillite, gèle les retraits ou se fait pirater, votre promesse vaut zéro. En propre, les non-custodial, vous possédez l'actif directement sur la blockchain via une clé privée. Personne ne peut geler votre compte. L'arbitrage du risque, c'est un choix entre deux risques. Risque de contrepartie, je fais confiance à une société mais elle peut faillir. Risque d'erreur humaine, je suis ma propre banque, mais si je perds ma clé, je perds tout. La progression intelligente. L'audit patrimonial ne vous dit pas soyez paranoïaque tout de suite. Il vous dit soyez cohérent. La transition se fait par étapes. Tout d'abord, il y a la découverte. Pour de petits montants, une plateforme régulée est acceptable pour apprendre. Il y a ensuite la sécurisation. Dès que le montant devient douloureux à perdre, vous devez passer au cold wallet du type Ledger ou Trésor. La checklist de survie, le process, le matériel. La sécurité, ce n'est pas d'être un expert en cybersécurité. C'est d'avoir un process bête et méchant. La seed phrase, les 12 ou 24 mots. Elle ne touche jamais un appareil connecté à Internet. Jamais de photos, jamais de cloud, jamais de notes dans l'iPhone. Le stockage, écrire sur papier ou métal pour les puristes, stocker en lieu sûr. Le test. Avant d'envoyer 10 000 euros, envoyez 10 euros. Effacez votre wallet et essayez de le restaurer avec vos mots. Si vous n'avez jamais testé votre roue de secours, vous n'aurez jamais de roue de secours. Le point aveugle, l'héritage. C'est le sujet que personne ne veut aborder mais qui est vital. Si vous faites de la self-custody et que vous disparaissez demain, vos bitcoins disparaissent avec vous. La blockchain ne connaît pas les notaires. Une gestion patrimoniale sérieuse inclut un protocole de transmission. Il ne s'agit pas de donner la clé à vos proches, parce qu'il y a un risque de vol, mais de laisser des instructions claires sur comment accéder aux fonds en cas d'incapacité. La conclusion pour la custody, si vous n'êtes pas prêt à gérer cette responsabilité, restez sur les plateformes. Mais soyez conscient que vous portez un risque de contrepartie totale. Si vous voulez la souveraineté, achetez un hardware wallet et formez-vous. Vous avez maintenant compris la bête. Définis l'allocation, 1% ou plus, sécurisez les fonds avec la custody. Il reste la dernière étape pour boucler la boucle. La sortie. Comment on gère la fiscalité? Quand est-ce qu'on vend et comment on conclut cet audit? Passons à l'étape finale tout de suite. Fiscalité et sortie. Rebalancer proprement, sans sabotage. Beaucoup de gens sabotent leur stratégie à la fin. Ils sortent trop tôt ou trop tard ou sans plan. Donc on fait simple. Règle de sortie. Le rebalancing, c'est si une classe d'actifs gonfle trop par rapport au reste, tu réduis pour revenir à ta cible.
Ça transforme la volatilité en mécanique de discipline. Tu ne vends pas parce que ça monte, tu vends parce que ton allocation devient trop grande par rapport à ton plan. Et côté fiscalité, tu ne joues pas au malin. Tu connais ton cadre, tu anticipes, tu documentes. La sortie se fait en suivant des règles, pas avec les émotions. Le rebalancing, ça permet une discipline patrimoniale. La fiscalité, il faut l'anticiper, la documenter et ne pas improviser. Ok, à présent on a tout. Le problème monétaire, l'audit technique, l'audit économique, l'audit patrimonial. On conclut avec un verdict de méthode plus une checklist. La fiscalité, c'est le truc que tout le monde repousse. Jusqu'au jour où il vend. Et là, il découvre qu'il a investi sans mode d'emploi. Je ne suis pas conseiller fiscal, donc je reste sur la logique générale. Dans la plupart des juridictions, ce qui est taxé, c'est la cession. Donc, le moment où tu convertis une partie de ton Bitcoin en une autre unité imposable, typiquement fiat, les détails varient, mais la mécanique est souvent celle-là. Ce qui veut dire deux choses. 1. Tu dois tenir des traces. 2. Tu dois avoir une stratégie de sortie qui ne te met pas en panique. Tenir des traces, ça veut dire savoir quand tu as acheté, à quel prix, quels frais et comment tu calcules ton prix de revient. Parce que le jour où tu as un contrôle ou juste une déclaration à faire, tu ne peux pas reconstruire 5 ans d'historique à la main. C'est exactement là que ton côté data devient un avantage énorme. Deuxième point, la stratégie de sortie. La pire stratégie, c'est je vends quand j'ai peur. Parce que tu vas vendre au pire moment, comme tout le monde. Une stratégie rationnelle peut être rebalancer à intervalles réguliers ou rebalancer par bande de déviation, ou encore définir des objectifs de vie, achat immobilier, sécurisation, retraite, et ne vendre que pour ça. Le rebalancing a un avantage. Tu ne fais pas un all-in, un all-out, tu transformes la volatilité en gestion de risque. Tu prends un peu de profit quand ça explose. Tu renforces un peu quand ça a été massacré. Tu restes dans le plan. Et tu peux aussi définir un seuil de sécurisation. Par exemple, quand ton Bitcoin représente une part trop grande dans ton patrimoine, tu réduis. Pas parce que tu crois moins, parce que tu gères le risque de concentration. Et le dernier point, tu ne vends pas pour des cacahuètes. Ça veut dire, ne détruis pas ton option long terme pour financer à court terme impulsif. Bitcoin, si tu l'utilises comme une assurance monétaire, doit être traité comme une assurance. Tu ne résilies pas ton assurance parce qu'il fait beau aujourd'hui. Ok, on arrive à la fin. On a fait l'audit fiat, tech, éco et stratégie. Le but n'était pas de te convertir, le but était de te donner un système de décision. Je te fais le verdict final et surtout une checklist simple pour la suite. Et un dernier piège, la micro-vente impulsive. Beaucoup vendent pour financer des dépenses qui n'ont rien à voir avec leur plan. Et après, quand le cycle repart, ils rachètent plus cher. Donc la règle simple, on ne vend que pour un objectif patrimonial défini à l'avance, tout le reste, c'est du bruit. On arrive au bout, et je veux que tu repartes avec un truc simple, un jugement d'auditeur, pas une croyance. Et petit récap rapide. Au niveau de l'audit fiat, on a une monnaie qui se dilue et qui rend le cash long terme non neutre. Au niveau de l'audit technique, on a vu que Bitcoin est un système cohérent. Il a un registre distribué, il a un mur proof of work, une rareté et une cryptographie. Au niveau de l'audit économique, on a vu qu'il existe des cycles et qu'il y a une grosse volatilité. Mais tout cela s'explique par l'offre, l'adoption et les liquidités. Et enfin, nous avons vu l'audit patrimonial. La question n'est pas tout ou rien, c'est allocation, process, custody et discipline. Et voici tout de suite une checklist data et patrimoine en 7 lignes. Si tu coches ces cases, tu es déjà au-dessus de 95% des gens. Je sais expliquer Bitcoin comme un registre, pas comme un mythe. Je sais pourquoi Proof of Work sécurise l'histoire. Je sais expliquer la rareté, 21 millions sans hype. Mon allocation est compatible avec ma tolérance au drawdown. J'ai une méthode d'entrée, DCA ou lump sum, que je veux tenir. Ma custody est cohérente. Je sais où sont mes clés, ma contrepartie. J'ai une règle de rebalancing sortie. Si tu coches tout, bravo. Si tu bloques sur une case, dis-le moi en commentaire. D'ailleurs, pour la suite de la chaîne, j'ai besoin de savoir où est votre point de friction. Dites-moi en commentaire quel pilier vous voulez que je décortique en détail dans une prochaine vidéo. La tech, la macroéconomie ou la pratique, les custodies, la fiscalité. Je lirai tout et je construirai la suite sur vos retours. Si tu veux suivre cette documentation en continu, abonne-toi. Et surtout, utilise les chapitres, mets cette vidéo en favori. Ce n'est pas du divertissement, c'est un manuel. Et n'oublie pas, ici, on ne spécule pas, on calcule. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!